Moi, je voulais tout d'abord pointer une surprise pour moi. Je vais d'abord parler de la chose qui m'a surprise le moins, parce que je connais le principe des cinématons, mais je ne connaissais pas ce qu'on allait voir ce soir. Ce qui ne m'a pas étonné, c'est la difficulté liée à l'absence de la parole, puisque la politique est un art de la parole. Donc on sent bien que la plupart des interlocuteurs que tu as choisis sont gênés parce qu'ils ne peuvent parler. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, ce qui m'a surprise, c'est qu'ils se mettent aussi peu en scène. C'est-à-dire qu'ils soient extrêmement engoncés dans un dispositif et qu'ils n'osent pas du tout faire quelque chose de ce cadre-là. Et ça, effectivement, c'est très surprenant parce que dans les autres cinématons que j'ai vus, il y a une mise en scène des œuvres qui est extrêmement audacieuse, très très drôle souvent. Là, même quelqu'un comme Jack Lang, dont on aurait pu imaginer qu'il sache faire quelque chose de cette image-là, au final, on le sent pas très à l'aise. Oui, bah, en effet, je pense qu'il se méfie du dispositif, parce que là, on les a... C'est-à-dire que c'est le seul cas où ils se retrouvent sans la parole. Donc, enfin, les hommes politiques, quand ils passent à la télévision, c'est pour parler. À la limite, très souvent, les questions ne les intéressent même pas. Ce qui les intéresse, c'est de donner des réponses toutes faites, qui sont préétablies sur des sujets dont ils ont envie de parler. Alors là, d'un seul coup, on leur enlève la parole, donc ils sont totalement démunis. Et c'est vrai que ils n'ont pas cette expérience-là. Ça ne leur arrive jamais de se trouver dans cette situation-là, et ils n'arrivent pas du tout à la gérer. Ils sont devant une sorte de néant. Enfin, c'est vrai. Et les quelques personnalités qu'on a vues qui essaient de faire quelque chose, ce sont des gens qui viennent d'un autre milieu. Alors, par exemple, il y a Michel Poirier. À l'époque, il était seulement militant, mais après, il a été conseiller municipal de Montreuil, puis conseiller général. Donc là, c'est presque trop. Il essaie de remplir l'écran, de faire tout le temps quelque chose pendant les 3 minutes et demie. C'était le deuxième qui utilise le masque de Mitterrand. Donc vraiment, il essaie de remplir le cinématon vraiment à ras-bord. Il ne veut pas laisser passer une seule seconde. Hein. Il veut marquer sa présence. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, c'est un choix qu'il avait fait parce que Michel Poirier connaissait bien le cinématon. Il était venu souvent aux projections, donc il savait à quoi s'en tenir. Mais pour parler, oui, de Jack Lang, je ne sais pas, de Robert Hue, tout ça, c'est vraiment le service minimum. Hein. Ils ne veulent vraiment pas se démasquer, mais en même temps, ils se démasquent parce que de ne rien faire devant une caméra, bon, on est obligé de faire passer plein de choses. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que la politique est tout de même quelque chose qui a à voir avec l'art du corps. Enfin, la question corporelle est importante et que là, on a l'impression qu'ils ne savent qu'en faire. Ils sont extrêmement mal à l'aise, justement, avec ce corps-là. Oui, je me souviens, Jack Lang, à un moment donné, je sais pas, on voit pas très bien, mais il montre sa montre, il dit que c'est pas possible, quoi. C'est incroyable, quoi. Pour lui, non, mais c'est comme si une bombe atomique lui était tombée sur la tête, quoi. C'est quelque chose d'impensable qui se passe. Et puis en même temps, bon, il est obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. Le principe du cinématon, c'est qu'une seule prise, on ne peut pas recommencer, et donc, il le sait bien, donc il est comme ça face à ce vide, et bon, il ne sait pas quoi faire, quoi. Et certains osent s'en aller. Oui, je voulais juste faire une petite remarque et poser une petite question. La remarque, c'est que j'ai craint un moment que vous ayez oublié la gente féminine, et j'ai considéré quand même que la sous-représentation était due au fait que vous aviez ici fait une sélection politique. Et bon, ça c'était juste une remarque. Mes deux questions, c'était d'abord, est-ce que quelqu'un vous a tendu un miroir? Et est-ce qu'il a employé ce temps-là pour retourner la... Oui, alors, c'est arrivé plusieurs fois sur les plus de 2000 cinématons. Il y a eu plusieurs fois peut-être pas loin d'une dizaine de personnes filmées qui ont utilisé un miroir et qui renvoient à mon image. Il y a même Gérard Rojoy, qui est un distributeur de films, enfin qui a été producteur de films également. Et lui, il a poussé le dispositif encore plus loin, parce que lui, c'était un fou du cinématon. Il l'a programmé pendant pas moins de 15 ans dans ses salles de cinéma,
notamment au Studio 43, puis à l'Épée-Bois à Paris, donc il connaissait bien tout ça, et il m'avait dit, voilà, mon cinématon, alors, évidemment ça va être un portrait de moi, mais ça va être un hommage à toi. Donc je veux que tu me filmes dans une glace, donc on me voit bien sûr, mais en même temps on te voit en train de filmer. Et en fait on me voit tous les deux. Et pendant le cinématon, en même temps, il montre des photos de personnalités comme Godard, comme Samuel Fuller, enfin, des personnalités du cinéma qu'il aime beaucoup. Et on fait son portrait, c'est en même temps mon portrait, et les deux, tout ça se mélange à la fin. Et en fait, c'est une sorte de métaphore du cinématon, parce que je crois que il y avait un critique qui avait dit cinématon, c'est un autoportrait de Gérard Courant en regardant les autres. Et c'est vrai que l'ensemble des cinématons, c'est un peu une sorte d'autoportrait de toutes mes rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Voilà donc le miroir, puis il y en a qui l'ont utilisé de façon différente. Donc il y en a à mon avis une dizaine qui ont utilisé le miroir. Puis une autre question, en fait sans faire un parallèle précis, ça m'a beaucoup fait penser au petit portrait, beaucoup plus court par contre, de Jonas Mekas dans Walden. Et Mekas se définit un peu comme quelqu'un de déplacé, et il dit, bon, c'est ma nature de filmer, je ne fais que ça maintenant, je dois filmer. Je voulais vous demander comment vous vous situez par rapport à cette pratique un peu compulsive des images. Bon, bah déjà, oui, Jonas Mekas, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'en parle au passé parce que je l'ai découvert jeune, et donc il fait partie des cinéastes qui m'ont sans doute donné envie de faire des films, donc c'est déjà important de le dire. Et alors, comment dire, je dis souvent que je filme pas beaucoup, en fait, alors que je suis souvent en train de filmer, mais ce que je veux dire là, c'est un peu une provocation, mais je ne pars jamais avec une caméra si je n'ai pas quelque chose de précis à filmer. C'est-à-dire que, par exemple, pour les cinématons, bien sûr, ce sont des gens que je rencontre, avec qui il y a un rendez-vous, tout ça. Pareil pour les autres séries de portraits que je peux faire. Et quand je fais mon journal filmé, c'est la même chose. Je ne pars pas comme ça avec ma caméra dans la poche en disant j'ai peut-être filmé. Non. Chaque fois que je dois filmer, c'est quelque chose qui est préparé à l'avance. C'est peut-être compulsif, mais c'est pas mécanique. Donc je peux très bien peut-être ne pas filmer pendant 15 jours, c'est possible. Je ne sais pas, il faudra faire des statistiques. Mais voilà, donc je ne sais pas, en ce qui concerne Jonas Mekas, c'est peut-être la même chose d'ailleurs. Je ne veux pas être prisonnier, disons, de la caméra, et je ne l'ai jamais été, et j'espère que je ne le deviendrai jamais. Voilà, donc si je dois filmer, tout est organisé quand même à l'avance, même s'il y a beaucoup d'improvisation, tout est préparé. Voilà. Alors, simplement pour dire pour les femmes, je n'ai pas eu l'occasion de filmer d'autres femmes dans le milieu de la politique, je le regrette, hein, mais c'est dû à la sous-représentation des femmes à la vie politique, et le cinématon est représentatif, évidemment, des différents milieux. Dans l'ensemble des cinématons, il y a beaucoup de femmes, mais elles sont moins nombreuses que les hommes, malheureusement, parce que dans le milieu du cinéma, le milieu des cinéastes, que j'ai beaucoup filmé, elles sont moins représentées que les cinéastes hommes, et elles sont quand même nombreuses. Il y en a qui refusent de le faire? Il y en a qui ont refusé de le faire? Alors, il y a très peu de gens qui ont refusé d'être cinématonnés. Quelques cas, il y a notamment Eric Romer, que je connaissais il y a très longtemps, et qui connaissait aussi les cinématons, et à qui j'avais proposé de se prêter au jeu. Et il m'avait dit, oui, j'accepte de faire le cinématon, mais à une seule condition, c'est que le portrait ne soit pas montré de mon vivant. Et comme dans les règles du cinématon, un cinématon doit être montré en public, ça j'avais oublié de dire dans les règles du début. Un cinématon, il y a l'obligation qu'il soit montré en public. Et donc, j'avais répondu à Eric Romer, c'est pas possible, parce qu'un cinématon doit être montré en public. Bon, il a dit, bon, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas en faire partie, même si je soutiens l'expérience, voilà, donc je refuse systématiquement d'être filmé au cinéma, d'être filmé à la télévision, il explique plein de raisons, voilà, c'est des raisons très intéressantes. Et bon, et pour bien vous montrer que je vous soutiens, que je n'ai rien contre le cinématon, je vous propose un rôle
dans le film que je suis en train de tourner en ce moment. Et j'ai pu jouer un petit rôle d'ailleurs dans 4 aventures de René Témirabel. Le tournage a eu lieu en septembre 1985. Voilà. Mais il y a eu très très peu de personnes, il y a eu 2-3 cas comme ça. Il y a eu aussi Louis Skorecki de Libération. Et lui, je pense, il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas être filmé, mais en fait, il dit oui, moi je voudrais être le dernier à être filmé. Alors il y a un côté mégalomane comme ça en disant, bon, en même temps, c'est une façon de refuser de façon élégante. Mais disons que c'est quand même rare sur le nom. Le dernier des cinématons. Le dernier des cinématons que j'ai fait, vous voulez savoir, c'était un cinéaste lituanien dont je suis incapable de vous trouver le nom, que j'avais filmé dans un festival récemment. Oui. À Martas. C'était à Marseille, qui s'appelle Diamantas. Le documentariste. Oui. Bon, j'ai plus son nom. Il y a une intervention là. Oui. Oui, alors, moi, c'est pour vous livrer un peu mon impression de spectateur, là. J'ai trouvé que c'était assez difficile. Il y a 2 mots qui me viendraient, il y a miroir et anthropophagie. J'ai l'impression que la caméra, oui, c'est peut-être très, très forcé, mais cette caméra qui finalement... Vous êtes derrière la caméra, c'est ça? Oui, absolument. Oui. J'ai l'impression qu'elle est là comme un objet et qu'elle ne filme, enfin, pour beaucoup, elle ne filme pas. Elle contemple, elle dénude, et quelque part, oui, moi, il y a le mot anthropophagie qui m'est venu, cette espèce de... Mais dans une atmosphère ambiante, hein, la télévision aujourd'hui est très anthropophage, je trouve qu'elle bouffe de l'homme, elle le consomme, elle le déchire dans tous les sens. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu la même... enfin, moi, c'est la même émotion que ça me procure. Ça m'a beaucoup gêné. Et j'aimerais savoir quelle est votre démarche derrière là. On leur coupe leur sifflet, alors pour des hommes politiques, d'accord, mettons. Mais vous disiez tout à l'heure, l'âme des gens apparaît, enfin transparaît à travers ça. J'aimerais savoir ce que vous mettez derrière. Moi, je ne mets rien derrière. Hein. Non, je ne mets rien derrière. Non, donc le principe, je ne sais pas, je pense que c'est l'histoire du cinéma muet, le principe du muet, donc c'est une idée qui est venue dès le départ, et je me suis aperçu, et enfin, les spectateurs se sont aperçus aussi, que en fait, le fait de ne pas donner la parole obligeait les gens à se montrer d'une façon différente. C'est-à-dire que s'il y avait la parole, peut-être que les gens parleraient ou ne parleraient pas, diraient des choses intéressantes ou pas intéressantes, à la limite, peu importe. Le fait qu'il n'y ait pas de la parole, ça les oblige à se montrer vraiment autrement. Donc, de faire un peu tomber le masque de la parole. Et combien de fois, après les projections, il y a eu des réactions de spectateurs qui venaient vers moi et qui connaissaient, par exemple, très bien, personnellement, une personne qu'ils avaient vue sur l'écran, et ils ont souvent cette phrase, alors qu'il n'y a pas de son, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est lui? Un tel que j'ai vu la nuit, qu'est-ce que c'est lui ou qu'est-ce que c'est elle? C'est une réaction comme ça qui revient régulièrement, alors qu'il n'y a pas la parole. Alors, on nous rabâche que dans nos sociétés occidentales, la parole est le moyen de communication premier, et donc dans le cinématon, j'enlève ce fameux moyen de communication premier, et les gens se révèlent. Alors bon, comment dire, c'est soit, enfin, il y a 2 cas, si vous voulez, soit on connaît la personne personnellement, qu'on voit sur l'écran, ou soit on connaît son œuvre, et donc, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais sa personnalité se révèle. C'est un révélateur de personnalité. Et bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les spectateurs, les critiques, enfin, je ne sais pas, tel admirateur de Philippe Sommers, tel admirateur de Wim Wenders, viennent me voir après en me disant, mais c'est incroyable, il y a tout Sommers, il y a tout Wenders dans ce portrait, c'est incroyable, alors qu'il y a 3 minutes. Ou je me souviens de Alain Fleischer, par exemple, il y a un historien, donc un
historien de l'art, en fait, qui a fait une analyse du cinématon d'Alain Fleischer, un très long texte que sur le cinématon d'Alain Fleischer, pour expliquer que dans son cinématon, il y a toute l'œuvre d'Alain Fleischer en expliquant par rapport à l'ombre et à la lumière. Enfin, il explique ça de façon très, très approfondie. Et donc le but, si vous voulez, des cinématons, c'est de faire des portraits qui soient le plus révélateurs possible des gens qui sont filmés. Je ne demande pas aux gens de réussir une prestation devant la caméra, je ne leur demande pas d'imaginer un scénario bien ficelé. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une vérité qui passe chez les gens que je filme. Alors, soit cette vérité, elle passe, soit elle ne passe pas. Et si elle passe, pour moi, c'est un portrait qui est réussi. Et plus elle passe, plus le portrait est réussi. C'est à ce niveau que ça se situe. C'est pas comme dans le cinéma, entre guillemets, normal, ou à la télévision, de réussir une prestation. Le but n'est pas là, évidemment. Enfin, j'espère que vous aviez compris. Mais juste, je passe la parole à madame, mais effectivement, quand tu parles du site des cinématons, Solas, Fleischer, effectivement, je les ai vus et ça fonctionne bien. Mais là, par rapport aux hommes politiques, je pense qu'il y a un moment, on est un peu tétanisé par leur mal-être. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit y lire? Et on les sent tellement mal à l'aise que c'est communicatif. Pas tous, mais Jack Lang qu'on citait entre autres. Je n'ai pas la même impression, parce que si Jack Lang n'a pas parlé, c'est comme on ne pouvait pas l'entendre, ça ne servait à rien qu'il parle. Et ce qui m'étonne, c'est tous ces hommes politiques qui continuent à parler, alors qu'on sait ils savent qu'on ne va pas les entendre, c'est comme s'ils ne pouvaient pas supporter le silence. Et moi, j'ai aimé Robert Hue, Jack Lang, parce que, bon, dans la mesure où il n'y a rien à dire, puisqu'on ne nous entendra pas, c'est pas la peine de parler. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, je me suis dit aussi que c'était difficile d'être sourd, parce que j'ai essayé de lire sur les lèvres, et c'est très très compliqué. Et je me suis mise dans la position d'une sourde, premièrement, et puis aussi, de toutes ces impressions, et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, non mais vous avez raison, parce que, bon, d'une façon générale, les gens ne parlent pas. D'une façon générale, les gens ne parlent pas dans le cinématon, ils savent que c'est muet, donc ça ne sert à rien de parler. Alors, ceux qui continuent à parler savent qu'il n'y a pas le son, donc c'est, je ne sais pas, une sorte de défi comme ça, je ne sais pas, au cinéma, je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas pour eux, c'est pas intéressant. Alors, je pense à deux cinématons de personnalités qui parlent dans le cinématon, mais ça devient un jeu. Je pense au cinématon de Serge Danet et au cinématon de Roberto Benigni, qui s'amusent à essayer d'articuler quelques mots pour que le spectateur comprenne ce qu'ils disent, et à chaque fois il répète, et là il y a tout un jeu sur le cinéma muet. Si vous voulez, il décortique un peu le cinéma muet à l'intérieur du cinématon. Donc c'est une sorte de mise en abîme à la limite du cinématon. Et quand quelqu'un comme ça parle, alors de façon comme ça, je pense à Pierre Boquet, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, alors qu'il sait qu'il n'y a pas la parole, c'est dommage pour lui, mais c'est lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut pendant son cinématon. C'est-à-dire que, en aucun cas, je m'immisce dans son comportement. Tout ce qu'elle va faire, c'est elle qui est responsable à 100%. Voilà. Et ils connaissent ses règles au départ. C'est un déni du dispositif. J'aimerais savoir aussi quelles ont été leurs réactions en regardant leur cinématon. Ça, je ne sais pas. Je sais que Robert Hue aime bien son cinématon, mais les autres, je ne sais pas s'ils les ont vus. Ah bah non, les films sont tournés, après il y a des projections, j'invite les gens, mais ils sont disponibles ou pas, et donc ça c'est un autre problème. Je ne fais pas de projection privée, principe, je fais il y a des projections publiques, et puis les gens sont invités, ils viennent pas. Donc, oui. Il m'a semblé que plusieurs personnes intervenaient avec vous, vous interpellaient. Vous avez donc accepté de rester derrière la caméra et j'imagine peut-être de réagir ou de leur... Quelle est votre position et pourquoi restez-vous derrière la caméra? Vous pourriez très bien être absent. Oui, donc je ne parle pas, je suis très discret derrière la caméra et quand par exemple il y a un personnage, je pense à Gilbert Estelle, le premier cinématon, il regarde une personne et c'est dans sa mise en scène à lui, il avait demandé à une femme qu'il aimait d'être
près de la caméra, de tourner un peu autour de la caméra, et il voulait avoir un regard amoureux vis-à-vis d'elle. Et c'est lui qui avait organisé tout ça. Je suis derrière la caméra pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème technique, mais je suis le plus discret possible, je ne parle pas, je ne fais pas de signes. Je fais corps avec la caméra, je suis en osmose avec la caméra, et je me refuse comme je le disais tout à l'heure, à influer le comportement des gens qui sont filmés. J'ai un regret, c'est qu'on aurait dû mettre des bulletins de vote, des bulletins au nom de chaque cinématonné et demander au public présent de sortir en votant pour leur cinématon préféré. Et je me demande si on aurait eu tous les mêmes choix, qu'est-ce que ça aurait pu donner à cette élection du meilleur cinématon politique. Ouais, mais on peut faire un... Moi, je sais pas, je peux te donner mon tiercé. C'est trois cinématons plutôt différents. Le premier dont je voudrais parler, c'est, je ne sais pas le nom, c'est le maire de Laon. Ah oui, René Dosière. René Dosière, j'ai trouvé ça formidable. C'est un peu une mise en abîme, justement, de... Une autodérision, en fait. Oui, de cette difficulté, enfin du rapport de l'homme politique à la parole. Puisque le principe, c'est qu'il demande à son assistant il y a un assistant avec une main qui remonte. On ne comprend pas tout de suite d'ailleurs. Hein, on met un certain temps avant de comprendre qu'est-ce que cette main vient faire derrière la nuque. Donc ça, c'est très, très malin parce que on se dit qu'est-ce que c'est que cette main qui vient dans le champ, qu'est-ce qu'elle vient faire. Et puis on voit qu'il parle, puis qu'il y a des moments où effectivement, il s'arrête de parler, puis la main arrive, elle remonte, et hop, il repart. On finit par comprendre le petit jeu et le mécanisme, et il avait très bien préparé son timing, puisque dans les dernières secondes, il se retourne et on voit la clé derrière la nuque. Ça, de la part d'un homme politique, une autodérision pareille, c'est le meilleur scénario, je trouve, et c'est le plus parlant, si je puis dire, politiquement, enfin, c'est le plus courageux aussi, dans l'autodérision d'un homme politique. Rapport d'un homme politique à sa propre parole, ça, j'ai trouvé ça pour le coup très fort. Et puis l'autre cinématon que j'ai trouvé très beau, c'est celui de Jacques Gaillot, parce que je trouve qu'il a un regard pénétrant, qu'il soutient remarquablement l'objectif. Hein. Il y a des petites failles, mais quand même, dans l'ensemble, c'est celui qui est le plus présent. Quand même, je trouve qu'il habite bien le plan. Il a une vraie présence, il a une vraie force de regard, peut-être pas avec la même intensité tout le temps, mais je trouve qu'il y a une très très grande intensité qui n'est pas... Confession. On est à 2 doigts de se confesser. Ouais. Peut-être, moi pas, mais j'ai pas pensé à le confesser, mais en tout cas, je trouve que lui, il a une façon comme ça d'interpeller le spectateur qui permet de soutenir l'attention aussi. Et puis le troisième, c'est Crépeau. Parce que Michel Crépeau, quand même, je serais curieux de savoir si tu as la mémoire de ce qu'il te raconte. Lui, il parle tout le temps en rigolant, et qu'est-ce qu'il pouvait bien te raconter? Des choses qu'il ne dit jamais. Je me souviens plus en détail, mais il disait, voilà, comme il n'y a pas de son, je peux dire des conneries, tout ça, c'est très, très décontracté. Et voilà, c'est pour ça qu'il rit beaucoup, parce qu'à un moment donné, il dit, alors je ne sais plus ce qu'il dit, mais il dit une grosse bêtise, ou je ne sais pas, en disant Mitterrand est un salaud, enfin, non mais je dis ça comme ça, et c'est pour ça qu'il rit beaucoup. Non, mais c'était à ce niveau-là, c'est ça que je veux dire, je ne me souviens plus en détail, mais c'était vraiment des trucs comme ça. C'est là qu'on le voit en train de rire de ce qu'il vient de dire, et il en profite, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas dire ça normalement dans un film. Donc là, il savait qu'il n'y avait pas de magnétophone caché, donc il pouvait tout dire. Donc là, les meilleurs, c'est ceux qui jouent avec les dispositifs. Au fur et à mesure que l'échange avance, on s'aperçoit qu'on a envie de vous reprocher de ne pas savoir ce que vous savez, vous, sur les personnages, et vous nous racontez plein de petites histoires très intéressantes sur cette personne qui lui permet d'avoir un regard amoureux, sur Michel Crépeau, etc. Et puis se reproche-t-on parce qu'au fond, quand on regarde une peinture, on ne sait pas grand-chose.
On n'a que notre culture, que notre intérêt, que notre curiosité, que notre sensibilité. Et finalement, je m'aperçois que j'ai regardé ces cinématons les uns après les autres, comme ça. Et qu'au fond, chacun de ces cinématons doit éveiller notre propre personnalité, notre propre sensibilité, et que finalement, ça fonctionne comme n'importe quel autre objet artistique, comme n'importe quelle autre œuvre artistique. Je me trompe, je suis loin. Non, vous êtes tout près, là. Tout près, non, mais évidemment. Là, bon, le principe de la manifestation, c'est que certains réalisateurs, je ne sais pas combien il y a de réalisateurs d'ailleurs, je suis le seul. Ce soir-là, tu es le seul. Non, bon. Donc, si le réalisateur est là, c'est sûr qu'il pourra donner des choses en plus, mais évidemment, tout ce que je peux raconter là n'est pas nécessaire. L'art, quel qu'il soit, est une émotion, et bon, l'émotion passe, elle ne passe pas. Donc voilà, bon, pendant que je suis là, je peux vous dire plein de choses en plus, mais tout ça, ce n'est qu'en plus. S'il n'y a pas l'émotion première, tout ce que je peux vous raconter là, à mon avis, n'a qu'un intérêt très très limité. Le cinéma du cerf, tragique. Alexa Bora. Oui, c'est ce que je voulais dire, le cinématon du Serbe. Oui. Et en plus, je ne sais pas si vous avez fait exprès de les mettre toujours dans des lumières un peu crues, donc ils sont gênés par le soleil. Ben là, le cinématon d'Alexa Bora, ça a été filmé à 1800 mètres d'altitude. Il tombe quelques petits flocons de neige et je ne sais pas si vous avez remarqué que la lumière vient, donc repart, il y a des nuages qui passent devant le soleil pendant le cinématon. Donc il y a une modification de lumière pendant son portrait. Voilà, donc autrement, il y a un certain nombre de cinématons qui sont en lumière artificielle. Hein. Il y en a qui sont, je ne sais pas, il y a comme Robert Rull, Gilbert Estelle, ça c'est en lumière artificielle. Donc Alexa Bora, alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un pays en fait qui n'existe pas. Ça c'est un des particularismes de l'Europe. C'est-à-dire que la Republika Srpska, c'est une entité à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine est un État de droit. Et à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, à peu près ça, je crois que c'est 49% du territoire, il y a la Republika Srpska qui est d'une certaine façon en partie indépendante mais qui ne l'est pas vraiment. Donc voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est des résidus de l'ancien système communiste, des résidus des nationalités, et donc c'est pour nous, dans nos systèmes politiques occidentaux, c'est quelque chose d'incompréhensible. Voilà, donc tout ça pour dire que la Republika Srpska, c'est pas la Serbie, c'est autre chose. C'est pas la Serbie et Monténégro, c'est l'intérieur de la Bosnie. Petit point de politique. Mais qui éclaire aussi énormément de personnages, en fait. De savoir cette question identitaire, tout à coup. Parce que je pense que ce qu'il y a de tout à fait impressionnant dans les cinématons, c'est la part d'humanité qui se révèle toujours. Et là, d'autant plus chez des hommes politiques qui ont plutôt tendance à se réserver de ça et à mettre de la distance avec l'humanité. Et là, en l'occurrence, ils sont obligés de la livrer, leur part d'humanité. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le malaise, hein, aussi. N'importe comment, c'est ce que je recherche. Si c'est pour faire quelque chose de consensuel comme on le fait à la télévision, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'aller au-delà des apparences, aller à l'intérieur. Alors je sais que ça fait mal, de gratter comme ça à l'intérieur, bon c'est sûr que c'est pas toujours agréable, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui m'a toujours intéressé au cinéma, c'est de faire un travail qui n'est pas fait, qui n'est pas fait ailleurs, essayer de défricher comme ça des zones qui n'existent pas au cinéma, c'est-à-dire que mon désir de faire des films, c'est toujours d'explorer quelque chose de nouveau, quels que soient les films ou les longs métrages que j'ai faits. À chaque fois, c'est une expérience nouvelle dans le cinéma, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été fait. Bon, c'est ça qui me motive. Si c'est pour faire ce que font les autres cinéastes, ça ne me motive pas. Mon désir de cinéma ne passe pas par là. J'ai besoin de faire quelque chose, de défricher, d'explorer. Alors, ce sont des expériences. Et
petite parcelle du cinématon, parce que là, 16 cinématons, ça ne fait même pas 1% de la collection. Donc vous imaginez le type de comportement qu'on peut avoir dans la caméra. Il y a une multitude de comportements. Enfin, je dirais que pour chaque personne filmée, c'est un comportement différent. C'est un rapport à la caméra qui est différent. C'est une part de vérité qui est différente. Voilà, donc là, c'est la première fois d'ailleurs qu'on montrait une sélection de personnalités politiques. Ça, c'est une expérience que je n'avais pas encore faite. Il y a eu toutes sortes de sélections par thème, par exemple au niveau profession, c'est-à-dire une séance qu'avec des cinéastes, une séance qu'avec des écrivains ou des acteurs, ou des thèmes, les cinématons les plus comiques, je ne sais pas, les plus belles femmes, etc., etc. Il y a eu les cinématons les plus narcissiques, il y a eu des dizaines et des dizaines comme ça de sélections par thème qui ont été montrées depuis près d'une trentaine d'années, un peu de partout en France et à l'étranger. Et là, vous assistez vraiment à une première. Moi-même, j'ai été un spectateur comme vous, je n'avais jamais vu ces cinématons-là dans cette sélection-là. En tout cas, ce qui est formidable, peut-être clôturer comme ça, c'est que ça nous dit beaucoup de choses sur la politique, effectivement, sur la parole. Tu parlais du jeu des apparences, alors là, en l'occurrence, là aussi, peut-être un élément qui nous éclaire sur le fait que ce jeu sur les apparences, c'est proprement politique aussi. La question du corps, on est vraiment dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est que faire la politique et se mettre en scène comme homme politique. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on fasse une petite pause. Merci à Gérard Courant pour ces cinématons. On se retrouve à 20h30 pour le film de Michael Ritchie, The Candidate, Votez McKay. Suivre cette journée dans son intégralité. D'une certaine manière, elle forme un tout. Il y a 4 moments bien distincts. Ce matin, une matinée qui va être consacrée principalement aux films de campagne électorale des années 70. On aura un deuxième moment à partir de 14h, c'est ça ? Oui. Avec Michel Sanson, et c'est un moment qui sera consacré, je dirais, au plat de résistance de ce corpus. C'est la série Marseille contre Marseille de Jean-Louis Comolli et Michel Sanson et Anne Baudry. Donc un ensemble, un bloc de 7 films considérables. Et puis on aura un troisième moment important avec la projection de Sucre amer à 19h avec Yann Lemasson. On peut dire que c'est le premier film qui s'intéresse aux campagnes électorales en France. C'est pas très long et vous verrez un type de cinéma assez différent de ce qu'on va regarder ce matin. C'est un film pamphlet, c'est un film de dénonciation, c'est un film polémique, un film engagé, tourné à La Réunion de Bréville-Fiannifière Campagne. Un peu plus explicite parce que comme c'est un choix de dernière minute, on a pu le retrouver il y a très peu de temps avant cette journée. Il ne figure pas au programme et nous aurons la chance d'avoir la présence parmi nous de Yann Lemasson lui-même, qui est un homme âgé mais qui a tenu à se déplacer et nous faire l'amitié de venir échanger autour de ce film fondateur. C'est une des scènes primitives du film de campagne électorale. Alors on regarde ce film, on a eu envie de vous montrer à 18h Primary de Richard Leacock dans une version courte montée par Leacock lui-même, ce qui me paraît intéressant. Je vous présenterai ça à 18h, en quelque sorte 2 scènes primitives d'un regard. Et puis le dernier moment de la soirée sera consacré à la projection intégrale du film de Raymond Depardon, 1974, une partie de campagne, qui est sans doute le film le plus connu de ce corpus, le film d'auteur le plus reconnu aussi, qui va être précédé d'un petit court-métrage qui s'appelle Coluche président, tourné pendant la candidature de Coluche aux élections présidentielles, tourné en octobre 80. Et précédé d'un buffet à 20h auquel vous êtes bien évidemment conviés. Voilà. Alors,
En fait, on a eu envie de soulever un certain nombre de questions. Je vais simplement les formuler une première fois, un peu en vrac. Des questions d'histoire du cinéma. La première question, c'est est-ce qu'il est donc le premier film qui s'intéresse à une campagne électorale en France? Question d'ordre historique. Je crois que je viens de vous donner la réponse avec sucre amer de Yann Lemesse. Bien sûr, quelle est la postérité de ce film, ou plutôt, est-ce que le film de campagne électorale, pour mieux dire, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un genre documentaire? Est-ce qu'on peut faire une liste de ces films? Est-ce que ce corpus est d'une grande ampleur? Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens qui font ces films connaissent les films qu'on a fait avant eux? Ça peut être une vraie question, ça. C'est plutôt le principe qu'on ne bâtit pas une maison sans fondation. On dit le cinéaste Félix Ndiaye ne bâtit pas une maison sans fondation. Bon. Souvent, quand on ne connaît pas les fondations, on répète ce qu'on a déjà fait avant. Et l'une des questions sera de savoir s'il y a une évolution de ces pratiques, de filmage, de rituels électoraux. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'on peut faire une généalogie de ces films? Il y a des questions, bien sûr, qui relèvent de l'art, tout simplement de l'art du film, des questions artistiques, pour dire bref. On peut s'interroger sur les partis pris de tournage des cinéastes. On peut s'interroger sur la relation documentaire. La relation documentaire, j'entends quel est le lien entre le cinéaste et les hommes politiques qui filment. Est-ce que c'est un lien de connivence? Est-ce que l'expérience même du tournage et de la campagne vont créer des complicités? Est-ce qu'on filme de la même manière un ennemi politique ou un ami politique? Comment se situer quand on est cinéaste? Bref, c'est la question aussi du point de vue qui est posée. Est-ce qu'il prend parti? Voilà, qu'est-ce qu'il choisit de nous montrer? Quel moment filme-t-il? Comment intervient-il dans la campagne? Et quels effets la présence de la caméra, quels effets peut-on constater sur la scène de la campagne elle-même? On peut bien sûr continuer, puisqu'il s'agit de cinéma, avant toute chose, s'interroger sur la place et l'importance du montage. C'est très bien que c'est des films où on tourne beaucoup. À partir du moment où on tourne beaucoup, la question de l'élection, mais cette fois-ci de l'élection entendue comme sélection des moments qui vont rester dans le film, qui vont construire le film, du récit du film aussi, tout cela s'écrit au montage. Et puis on peut aussi s'interroger sur, tout simplement sur ce qui fait qu'un film est un bon film de campagne électorale. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un film de campagne électorale? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse, soit du point de vue de la science politique, soit du point de vue du cinéma? Et du point de vue du cinéma, on pourrait dire en quoi tel film représente-t-il une avancée par rapport au précédent dans l'histoire des filmages de campagne électorale? Quelle est la proposition de cinéma qui est nouvelle dans tel ou tel film? En quoi la conception des auteurs vient-elle apporter quelque chose à l'édifice de ce sous-genre qu'est le film de campagne électorale? De quoi, si on ne connaît pas les fondations de la maison, on va refaire quelque chose qui a été déjà fait. Après tout, on peut toujours aussi écrire un roman balzacien au début du XXIe siècle, ça se pratique couramment. Voilà. Et nous, on a plutôt eu envie d'essayer de regarder les fondations et de s'interroger sur les propositions de cinéma qui, disons, donnent un caractère durable et pérenne à l'œuvre qui nous est proposée. Et puis enfin, je termine, mais c'est bien sûr des questions évidentes compte tenu du sujet, ce sont des questions politiques et ce sont des questions de sciences politiques. Les questions soulevées, on trouvera sûrement beaucoup d'autres, mais parmi celles qui viennent à l'esprit le plus immédiatement, c'est est-ce que le film de campagne électorale est un document pour la science politique? Ou est-ce qu'il nous apprend quelque chose, à nous spectateurs, de ce qu'est une campagne électorale? Côté presque documentaire au sens du littré. Et documentaire, ce qui enseigne ou ce qui renseigne. Est-ce que c'est bon pour l'enseignement? Est-ce que ça a une valeur informative? Mais aussi, est-ce que ça nous restitue l'expérience
d'une campagne électorale? Est-ce que ça apporte quelque chose qui échappe à la science politique? Est-ce que le film de campagne électorale construit une représentation politique? Et si oui, quelle est la spécificité, quelle est la nature de ces représentations du politique proposées par le cinéma? Est-ce que le cinéma, proposant une représentation de la vie politique, est instrumentalisé? Est-ce qu'il participe de cette mise en spectacle du politique à laquelle on assiste depuis une trentaine d'années au moins? Mais aussi, en quoi cette image proposée par le cinéma est-elle différente de l'image des médias, l'image proposée par les médias? Au fond, la question est de savoir quels sont les enjeux, quelles sont les réactions des spectateurs que nous sommes face à ces films. Quelle image de la politique ces films nous donnent-ils? Est-ce qu'ils dégoûtent complètement les spectateurs de la politique? Est-ce qu'ils participent au contraire à une intelligence du politique? Bref, on sent bien que tout autour de ces questions, l'enjeu c'est l'image de la démocratie et quelle est la place de l'image aussi dans la vie démocratique. Alors pour nous aider à faire face à ces questions, nous accueillons, comme Catherine vient de l'indiquer, pour le grand plaisir d'accueillir Paul Bacot. Et j'insiste beaucoup sur l'importance que nous attachons à sa présence ici, parce que on sent bien que c'est l'une des scènes principales de la campagne électorale, c'est la télé. Et là, on est dans les coulisses. Est-ce que ça a changé? Comment vous regardez ça aujourd'hui? Ce qu'on voit, c'est que la politique, c'est une affaire de pro, quoi. C'est pas du spontané, c'est pas de l'amateurisme, c'est des pros. Pros de la stratégie, des pros de la bataille, des pros du billard à trois bandes, et puis des pros de la com, quoi. Tout ça, c'est sophistiqué, c'est millimétré, c'est préparé, réfléchi, c'est extrêmement compliqué, et il y a beaucoup d'outils, beaucoup de personnes, beaucoup de compétences qui produisent, qui fabriquent tout ça, quoi. Qui a vraiment l'impression de comprendre que ce qu'on peut regarder comme ça, suivre les nuances, suivre le débat, oui. C'était le premier débat ou pas? Ah oui, le premier débat présidentiel à la télé? Oui, c'est le premier. Le premier de l'histoire. Le premier de l'histoire. Ah oui, bien sûr. Entre les deux candidats, c'était jamais arrivé avant. Hein. En France, hein? Oui, en France. Oui, en France. Parce qu'ils ont l'air quand même de découvrir aussi, tout pro qu'ils sont, ils ont quand même l'air de découvrir, surtout Giscard, là, il s'intéresse aux choses, mais c'est quand même extraordinaire qu'à quelques secondes du débat, il ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne pour les temps de parole. Mais d'ailleurs, on voit bien qu'il hésite beaucoup à ce débat. Quand il dit on risque de perdre plus que de gagner. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, bien sûr. Et Chirac pense exactement la même chose, parce qu'il a refusé le débat la dernière fois. Oui, le dernier, on oui. C'est lui qui a refusé. Ouais. Et là, on voit Mitterrand qui apparaît, et ça produit un effet incroyable, parce que quand on est dans le film, on est tout le temps avec Giscard, et on finit par oublier que la campagne électorale, c'est l'affrontement entre deux candidats. Et là, Mitterrand passe à la trappe totalement. Et le voir ressurgir tout d'un coup au coin du studio, alors ça va assez loin, parce que quand il parle avec le réalisateur, on n'entend pas, parce qu'il n'y a pas de point de vue sonore sur Mitterrand. Il est vraiment. Et là, on comprend tout de suite on réalise tout de suite, je trouve, à ce moment-là, que notre place de spectateur, c'est d'être avec Giscard. Oui, Giscard parle de Mitterrand avant, dans la petite réunion, là. Mais c'est très furtif. Mais c'est toujours. On fait corps avec Giscard complètement. C'est ça qui me. Oui, y compris dans le fait qu'à plusieurs reprises, effectivement, Giscard parle de Giscard. Giscard regarde Giscard. Il y a le côté réflexif qui est très présent. Quoi. À la troisième personne, oui. Ce type est sérieux, il est convenable, c'est pour lui. Une façon de... Il parle bien. Le on, il désigne aussi bien l'équipe que lui-même. On sera élu. Voilà. Oui, on sera élu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la version moderne du nous de majesté. L'État, c'est nous, et on sera élu. Et là, il a livré donc
après le premier tour, dans la préparation du second tour, c'est un des moments clés où je trouve qu'il livre une leçon de calcul politique, de stratégie politique. Tous les hommes politiques doivent regarder ça fasciné, extrêmement détendu, où il dit bon, ben voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est pas justement l'objectif Ça pose justement la question du film comme production de vérité, puisque c'est vraiment l'effet que donne cette séquence de produire un Giscard. Donc c'est pour ça que vous me voyez titubant. Je suis en pleine convalescence, mais à part ça, ça va. Écoutez, on est extrêmement heureux de vous avoir parmi nous parce que c'est un film qui est très attendu, parce qu'il passe très rarement, parce qu'il est quasiment introuvable et qu'il est pourtant mythique dans la mesure où c'est le premier film en France consacré à une campagne électorale. Et ce film, il est aussi très connu pour une raison qui est plus difficile, c'est qu'il a été interdit pendant 10 ans après, et que c'est un film, tout simplement, qu'on ne pouvait pas voir. C'est un film qui a été censuré. Ça fait partie des films comme l'Afrique 50 de René Vauthier qui ont eu un destin assez mouvementé. Alors, première question évidemment qui se pose, c'est comment ce film tourné à La Réunion est né. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'histoire de ce projet? Comment c'est venu? Sucre amer. C'est le second film que j'ai réalisé comme réalisateur. Auparavant, j'étais un technicien de cinéma. Je travaillais comme directeur de la photographie ou comme caméraman pour gagner ma croûte. Et là, c'est la première fois que j'ai fait... une des premières fois où j'ai fait un film. Le premier film s'appelait J'ai 8 ans, et c'était un film contre la guerre d'Algérie, à partir d'une idée de René Vauthier d'ailleurs. Donc, ce premier film, J'ai 8 ans, a été interdit et poursuivi par la police pendant presque 10 années. Donc, le premier film que j'ai fait, déjà, était interdit n'avait pas de visa de censure. À l'époque, en 61, il était interdit de parler du FLN ou de parler des exactions de l'armée française en Algérie. Donc ça, c'est le second. Il marche plus, là. Et ça, c'est mon second film, celui que vous allez voir. Il a pu se faire parce que en 63, à l'île de la Réunion, il y a eu une campagne électorale parce qu'il fallait élire le député de la Réunion. C'était une histoire entre... Il y avait deux candidats, c'était Paul Vergès, qui était un réunionnais de souche, et qui était secrétaire du Parti communiste réunionnais, et Michel Devray, qui était un homme politique de l'UDR, je crois, à l'époque, ça s'appelait l'UNR. L'UNR, oui. Qui avait été invalidé en Indre-et-Loire, ou qui avait perdu les élections en Indre-et-Loire,
et qui se présentait à ces élections à l'île de la Réunion, bien qu'il n'ait rien à voir avec les Réunionnais. Donc d'un côté, il y avait un Réunionnais de souche, Paul Vergès, et de l'autre, Michel Debré, qui a été parachuté, si on veut, à l'île de la Réunion pour essayer de décrocher sa place à l'Assemblée nationale. Alors, Paul Vergès, que je ne connaissais pas, avait vu le film, le premier film que j'avais fait, j'ai 8 ans, sur la guerre d'Algérie. Donc, il m'a contacté en me demandant si j'étais d'accord pour filmer cette campagne électorale. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Contact entre Paul Vergès et moi. À l'époque, d'ailleurs, j'étais moi-même un militant au Parti communiste français, PCF. Donc, il y a eu une liaison qui s'est faite, une liaison militante, si on veut, à travers les contacts qu'on a pu avoir entre le parti, le PCF et le PCR, Parti communiste réunionnais, qui était considéré comme une section du Parti communiste français. Voilà, alors ça s'est passé comme ça. Donc, Paul Vergès m'a dit, est-ce que tu es d'accord pour venir à la Réunion filmer cette campagne électorale? Et ça s'est décidé très vite, hein. Il fallait que je parte dans les 48 heures. Donc, il a fallu que je trouve une caméra, que j'achète de la pellicule, que je trouve un ingénieur du son pour faire le son, et de prendre l'avion pour Saint-Denis de la Réunion. Tout ça sans argent, donc plus ou moins avec une aide du Parti communiste réunionnais qui a payé un certain nombre de choses, comme par exemple le billet aller-retour. C'est eux qui l'ont payé, et c'est moi qui me suis débrouillé pour louer une caméra, acheter de la pellicule, et voilà, le film a commencé comme ça. Donc c'était quelque chose de absolument pas préparé, pas de producteur, rien du tout, bien sûr, c'était une sorte de film, enfin une entreprise d'autoproduction, indépendante. Indépendante, oui, pas de production, rien du tout. Voilà. Donc, je me suis retrouvé avec l'ingénieur du son, je n'arrive plus à me souvenir de son nom, c'était un vieux monsieur de 65 ans. Et moi, à l'époque, j'en avais 33. J'avais 33 ans, je n'ai pas trouvé d'ingénieur du son plus jeune. Et le seul qui ait accepté de venir avec moi, sachant qu'il ne serait pas payé, et sachant qu'on se lançait dans une aventure bizarre, a été d'accord. Donc on s'est retrouvés tous les deux à La Réunion. Et voilà, donc le film a commencé comme ça. À La Réunion, il y avait donc 2 partis en présence. D'un côté, alors c'est bien le CNR, non, c'est pas ça, UNR. Hein? UNR. UNR, je me souviens un peu de ça. L'UNR et Debré, avec comme force toute la classe bourgeoise, les propriétaires fonciers, derrière Debré, pour pouvoir organiser la campagne électorale de Debré. Plus, bien sûr, le gouvernement français de l'époque. Donc, quand je suis débarqué là-bas, j'ai commencé à filmer les meetings de Debré. Et tout de suite, les renseignements généraux sont venus me demander, mais qui êtes-vous? Pourquoi vous venez filmer Debré? On est très contents, mais vous venez d'où? Et vous faites ça pour qui? Donc là, j'ai menti. Et j'ai dit, je suis de la télévision française. À partir du moment où on dit, bon, on vient de ça s'appelait l'ORTF à l'époque. J'ai dit, je suis un réalisateur de l'ORTF. Ah, très bien. Et puis c'est tout. Ils m'ont demandé, et ensuite j'ai pas eu de bâton dans les routes. On m'a facilité mes déplacements, et j'ai pu assister au meeting de Debré sans problème. Bon. Par la suite, quand on a estimé qu'on avait mis dans la boîte suffisamment de choses sur
sur la campagne électorale faite par Michel Debré, on est passé de l'autre côté, avec Paul Vergès, dans les manifs, dans les meetings tenus par Paul Vergès et le Parti communiste réunionnais. Donc à ce moment-là, les flics sont revenus en disant mais comment ça se fait que vous filmez les gens de l'autre côté enfin plus exactement, ils m'ont dit, on a téléphoné, on s'est renseigné auprès de l'ORTF qui nous ont dit on n'a absolument aucun technicien de chez nous qui se trouve actuellement à l'île de la Réunion. Donc, ils m'ont dit vous nous avez menti. Comme ce n'est pas un délit de mentir, ben voilà, c'est tout. La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. Ils n'ont pas pu me mettre du bâton dans la roue, dans la mesure où quand j'étais passé de l'autre côté de la frontière, je me trouvais là, au milieu des militants et des forces populaires, c'est entre guillemets de l'époque, à La Réunion, donc j'ai pu filmer sans problème l'autre côté. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que votre pellicule va être saisie à votre retour en France. En particulier à Orly, à votre arrivée à Orly. À La Réunion, il ne le ferait pas, parce que ça aurait pu déclencher des réactions très, très fortes. Donc, on m'avait prévenu, à juste titre d'ailleurs, qu'à mon arrivée à Orly, avec mon colis de pellicule impressionné, ça serait saisi pour une raison ou pour une autre. C'est ce qui s'est passé. C'est que la douane m'a dit, ah ben, c'est quoi ça? C'est de la pellicule impressionnée. Alors on est obligé de la mettre de côté pour le moment, on va se renseigner, est-ce que vous avez des factures, etc. Enfin bref, des raisons pour saisir cette pellicule très floues. Ils ne savaient pas trop quoi dire, mais enfin en tout cas ils m'ont dit vous les laissez là. Mais comme on savait que ça allait se passer comme ça, dans ces boîtes de pellicules, dans ces colis, c'était effectivement des boîtes métalliques, comme ça se passe toujours pour l'apéro. Dans la boîte, un sac en papier, et dans le sac en papier, non pas de la pellicule, mais des disques en bois. Donc on avait fabriqué des fausses boîtes de pellicule. Bon, quant à la vraie pellicule impressionnée, on l'avait mis dans des boîtes de métal soudées. C'était confiture de papaye, et c'est venu en France par bateau. Voilà. Donc on s'est débrouillé pour que cette pellicule, ce film, ne soit pas saisi à son arrivée en France. Voilà comment ça s'est passé sur place. Donc c'était un peu une histoire rocambolesque, mais le film a pu se faire de cette manière-là. Bien sûr, il n'a pas eu de visa de censure ni quoi que ce soit, il a été interdit tout de suite, et je pense que les renseignements généraux ont essayé de trouver le laboratoire qui avait pu développer la pellicule de façon de saisir les documents. Donc on a pris des précautions pour que ça ne soit pas possible. Donc le film n'a jamais été saisi, simplement une fois qu'il y a eu des copies de tirets, c'était des copies clandestines qui ne pouvaient être utilisées que par des gens qui faisaient des projections militantes. Et puis voilà, le film a été diffusé de cette manière-là. Et au bout de 10 ans, finalement, les choses ont changé et le film a obtenu son visa de censure. Donc là, celui que vous allez voir, c'est en fait la version originale du film à l'époque. Il y avait un nombre impressionnant de chômeurs de moins de 20 ans qui c'était un problème qui n'avait pas été résolu, bien que M. Paul Vergès, enfin les élus, pas que M. Paul Vergès, mais les élus de La Réunion en étaient bien conscients. Donc il a fallu, il y a eu un... Vous connaissiez ce visage-là de La Réunion, puisque vous... Alors je suis née en 61, le film. Je suis née en 1961 oui. À Valence, donc quand vous avez tourné votre film, j'avais 2 ans. Oui, bon, avec l'évolution, je peux vous dire que je suis arrivée en 79, de 79 à 91. Bon, je suis toujours un peu réunionnaise, puisque à Valence, bon, je suis mariée avec un réunionnais et on n'a pas coupé le cordon avec la Réunion. Ce que je perçois, c'est que... Et ce film a une force, une énergie
faire aussi une révolte extraordinaire qui nous transporte tous. C'est un film qui conserve toute la force qui vous a porté quand vous êtes parti là-bas. Une vraie colère, c'est un documentaire en colère. Et moi, je trouve ça exceptionnel qu'il nous parvienne encore aujourd'hui intact comme ça. En même temps, il y a deux choses qui viennent à l'esprit. D'abord, c'est très très beau, parce que vous avez photographié des visages de très très près, vous filmez de très très près, et c'est passionnant de regarder ce défilé de visages. Et puis, bien sûr, il y a le côté politique incroyablement choquant, cette fraude massive, faire voter les morts. J'avais jamais vu voter les morts de manière vivante comme ça. Et c'est d'autant plus triste, quelque part, que moi ça me fait beaucoup de... Enfin, ça me met en colère, mais ça me pose question profondément, parce que Michel Debré est quand même l'un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, et le voir embarqué dans cette chose qui porte atteinte au fondement de la démocratie,